Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé, Centre collaborateur OMS. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui à être connectés. Nous sommes tous ravis de vous accueillir. Donc, nous allons continuer notre série consacrée aux 1000 premiers jours de la vie. Lors des précédents webinaires, nous avons découvert l'importance de ces 1000 premiers jours sur la vie de l'enfant, sur sa santé, sur la santé de l'avenir de l'adulte en devenir. Nous avons vu aussi que l'environnement social, affectif, joue autant sur le développement d'un individu que son environnement physique et son exposition aux substances chimiques telles que les perturbateurs endocriniens. Actuellement, ce concept des 1000 premiers jours est au cœur de nombreuses discussions, de nombreux débats de santé publique. Comment en est-on arrivé là? Comment est-il perçu par les professionnels de terrain, qu'ils soient professionnels de santé, professionnels de la petite enfance ou autres? De quels accompagnements bénéficient ces professionnels pour sensibiliser les parents et tous les acteurs de terrain? Pour répondre à cette question, il est donc logique d'aborder le positionnement des 1000 premiers jours de la vie dans les politiques publiques. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir avec nous deux intervenantes qui vont nous faire découvrir l'engagement pris autour des 1000 premiers jours dans les politiques publiques en France et au Québec. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui Madame Mayalène Hiron, haut fonctionnaire au sein du secrétariat général en charge des ministères sociaux. Madame Hiron a exercé ses compétences au sein de différentes structures, aussi diversifiées que l'État, les collectivités locales ou des organisations internationales. En 2020, Madame Hiron est nommée directrice de projet des 1000 premiers jours de l'enfant, projet innovant dont on a beaucoup parlé, visant à proposer une approche globale mettant au centre de la politique publique le développement de l'enfant pendant ces 1000 premiers jours. Accompagnant les travaux de la commission Cyrulnik, Madame Hiron a ainsi coordonné l'élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route 1000 jours en octobre 2020 au niveau national et territorial, en privilégiant une approche interministérielle et un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de la démarche, telles que les professionnels de santé, de la petite enfance, les sociétés savantes, les associations et les chercheurs. Merci à vous d'être là aujourd'hui et de partager avec nous votre vision sur le territoire français. Nous avons également avec nous Madame Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits à Montréal, un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, qui a pour mandat de communiquer sur l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec. Dans le cadre de ses fonctions, Madame Dagenet orchestre des campagnes de communication de données scientifiques ciblant les décideurs, les acteurs d'influence et le grand public. Ceci afin que la petite enfance occupe une place plus importante tant dans l'espace médiatique que dans les priorités gouvernementales et institutionnelles. Madame Dagenet est aussi régulièrement appelée à collaborer avec différents médias et à agir comme conférencière dans le but de faire connaître l'état de bien-être des tout-petits Québécois. Enfin, Madame Dagenet siège au conseil d'administration du Réseau francophone international en promotion de la santé, ainsi qu'à celui de l'organisme Équilibre. Merci à vous d'être là aujourd'hui et de partager avec vous votre vision québécoise. Donc, pour commencer, je me tournerai vers Madame Hiron. Et la première question qui me vient est quelle est l'origine du programme national des 1000 premiers jours en France? Pourquoi cette création? Quels sont les indicateurs retenus pour le suivi des politiques publiques consacrées à ce programme national? Pouvez-vous nous éclairer?
Merci de m'avoir invitée donc à ce séminaire. Je suis très heureuse de pouvoir le faire aussi avec une mise en perspective de l'expérience québécoise. Alors, je vais partager du coup mon écran pour vous retracer un petit peu l'histoire en fait de ces 1000 premiers jours qui ont été lancés en 2020 au niveau politique en France. Alors, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est vous l'avez rappelé, ce concept scientifique qui montre que ce moment est un moment clé pour le développement de l'enfant et de sa santé. Il faut savoir que de ce concept scientifique a été mis en place une commission qui a été composée de 18 membres et chargée d'établir un consensus scientifique. Je crois que vous avez déjà d'ailleurs reçu lors de votre webinaire un des membres de cette commission qui a pu vous faire un focus plus particulier sur les perturbateurs endocriniens. Et l'idée, c'était de demander à cette commission non seulement d'établir, de faire une synthèse sur ce consensus scientifique et de proposer un certain nombre d'actions. Et de cette commission et de ce rapport a été mis en place, donc ça c'est l'origine de cette première feuille de route, un chantier de politique publique autour donc des 1000 premiers jours de l'enfant, pensé autour des besoins de l'enfant et des parents, avec 5 axes prioritaires, tant sur le volet, et ça c'est important, social, que sur le volet de la santé sanitaire, avec une approche de continuité dans le temps, et donc des différents professionnels aussi autour de ce concept. Alors, je pense que je vais aller assez vite sur le concept scientifique, si ça vous va. Voilà, donc vous avez évoqué ce concept scientifique et une période de sensibilité. Ce qui est important, et vous l'avez redit, c'est tout l'ensemble de l'environnement sous toutes ses formes qui a été mis en évidence, qui a un impact sur le développement de l'enfant et sa santé en tant qu'adulte. Des corrélations qui avaient été développées il y a bien longtemps déjà, depuis une trentaine d'années, par David Barker, entre justement, par exemple, le poids d'un enfant et le risque qu'il y a à développer des maladies type coronarienne à l'âge adulte. Et cette approche qui a été confortée aussi par toute l'approche autour du concept d'origine développementale de la santé, qui repose elle-même sur la notion d'épigénétique. Donc, vous voyez tout ce consensus, toute cette approche scientifique qui, c'était un peu la nouveauté de se dire qui doit fonder aussi une nouvelle approche de politique publique. Et ce qui était important de se dire, c'est qu'à travers ce consensus scientifique qui a été rappelé dans le contexte français, il n'y a pas de déterminisme ni biologique, ni développemental, ni social, mais il s'agit bien pour l'action publique de mettre en place des interventions précoces pour agir sur les inégalités sociales de santé. Et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est une priorité qui a été bien établie par des organismes internationaux, l'OMS, l'UNICEF, pour mettre en évidence l'importance du développement du très jeune enfant dans une société et pour lutter contre les inégalités. Alors, la situation en France fait que, en effet, il paraissait très intéressant de travailler de manière un peu renouvelée sur cette petite enfance, cette importance aussi, comme dans le cas québécois, on le verra, de mettre en avant cette période-là clé, à la fois pour l'individu, mais aussi pour toute la société, avec quelques chiffres clés que je vous ai remis, par exemple en termes de mortalité infantile qui augmente en France dans certains territoires, de dépression postpartum des femmes, qui touchent à peu près entre 10 et 20%, et qui était un sujet qui était assez peu abordé en France jusqu'à présent, même si beaucoup d'associations le mettaient en avant, de professionnels aussi. Une baisse de la natalité, un sujet aussi autour de l'accès, par exemple, à l'accueil du jeune enfant, alors qu'on sait de plus en plus l'intérêt que cela peut avoir pour des familles ou des enfants en situation de précarité. Alors, du coup, l'idée à travers ce plan d'action et ce lien entre le consensus scientifique, la mise en place d'un plan d'action, c'est à la fois d'identifier donc un bénéfice individuel avec pour un enfant et un futur adulte en meilleure santé, des parents plus sereins, mieux accompagnés, mais aussi un bénéfice collectif avec une santé publique renforcée et des inégalités réduites. À partir de là, donc je l'ai dit, de cet intérêt, de cette notion scientifique, cette commission s'est réunie pendant à peu près 5 ou 6 mois.
Et elle a remis un rapport, vous le voyez, avec un profil d'experts qui était assez diversifié et pour s'adjoindre aussi d'autres profils. Des auditions ont été menées. On voit aussi des experts qui étaient plutôt des experts de l'OCDE à l'international. On avait aussi une experte québécoise et différents donc, professionnels qui pouvaient aussi agir aussi bien dans le domaine de la recherche, ils pouvaient être aussi praticiens, mais aussi dans l'accompagnement des parents. Et donc, ce rapport a été remis en 2020. En septembre 2020, comme vous l'avez dit aussi, et la première feuille de route a été annoncée en octobre 2020, dans la foulée donc, de la remise de rapport. Alors, effectivement, la question se pose, on a à peine d'ailleurs 2020, 2021, à peu près un peu plus de 2 ans de mise en œuvre. Quel type d'indicateurs on a mis en place? En fait, il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui sont de réalisation pour chacune des mesures qui sont dans cette feuille de route. Il y en a environ 24 qui ont été communiquer à l'ensemble des acteurs, notamment à tous les services de l'État qui s'occupent de cette période-là. On a aussi des évaluations qui sont plus approfondies au niveau de certaines mesures, par exemple des mesures autour de la communication, de l'information des parents. Il y a des expérimentations qui ont été mises en place et toujours à la clé des évaluations pour savoir si on avait à continuer le dispositif ou pas. Là, je vous ai mis par exemple un petit icône du SAC des 1000 premiers jours, qui est un objet remis à la naissance des enfants et qui comporte les principaux, on va dire, thèmes de santé publique autour des 1000 premiers jours et donc qui est en cours d'évaluation. Et puis, on a aussi des indicateurs de recours par rapport à cette feuille de route dans le cadre de réformes prioritaires du gouvernement, des indicateurs qui sont suivis très régulièrement au niveau donc, du Premier ministre et du cabinet du président. Et on a 3 indicateurs qui sont l'entretien prénatal précoce, puis l'entretien postnatal précoce qui a été mis en place dans le cadre de la deuxième feuille de route, et le recours au congé paternité. Et à chacun de ces indicateurs sont associés à la fois des cibles nationales et des cibles territoriales, ces indicateurs étant suivis de manière très régulière, donc à tous les niveaux, à la fois au niveau national, territorial, pour essayer d'identifier la progression des différentes mesures ou dispositifs. Merci, Madame Hiron, pour cette présentation. On comprend mieux maintenant l'importance de ce programme national. Si on s'intéresse à ce qui se passe au Québec, maintenant, je me tournerai vers Madame Dagenet. Quelle est l'origine de l'Observatoire des tout-petits au Québec? Pourquoi cette création? Et quelle est sa mission, son mode de fonctionnement? Merci beaucoup pour la belle invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler de l'Observatoire des tout-petits. Alors d'abord, quelques mots sur l'origine de l'Observatoire. Alors, en fait, avoir un observatoire de la petite enfance au Québec est une idée de Camille Bouchard, qui est psychologue et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants, qui est un rapport qui a vraiment marqué toute la réflexion sur ce qu'on peut faire en termes de prévention pour donner les meilleures chances aux jeunes. Et en fait, ce que Camille disait, c'est que si on part du principe que les enfants, ce sont l'avenir de notre société et que tout se joue avant 5 ans, comment se fait-il qu'on accorde si peu d'importance aux données en petite enfance? Comment se fait-il que dans les grands quotidiens, par exemple, on n'en entend jamais parler, qu'on n'entende pas parler de l'état de situation sur le bien-être, le développement des tout-petits, alors qu'on a tous les jours des indices boursiers qui nous informent de l'évolution du marché? Est-ce que ce ne serait pas aussi important d'accorder notre attention finalement à ce qui se passe avec nos jeunes enfants? Donc, c'est un peu l'idée derrière la création de cet observatoire de la petite enfance qui a été lancé officiellement au printemps 2016 et j'en suis la directrice depuis les tout débuts. Alors, la mission de cet observatoire, bien, c'est de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec. Et ceci afin que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui lui assurent de développer son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît ou grandit. Alors, l'Observatoire vise principalement 3 publics. Je dirais que le public ultime de l'Observatoire, ce sont évidemment les décideurs, puisqu'on veut éclairer la prise de décision.
Et en fait, les décideurs, ça peut être très large selon les thématiques. Ça peut être des décideurs ministériels, municipaux, du secteur des affaires, de la santé ou encore communautaires, selon l'enjeu qui est en cause. Donc, pour pouvoir nous adresser aux décideurs et les influencer, on s'adresse d'abord à eux directement, mais on s'adresse aussi à eux par l'intermédiaire d'acteurs d'influence. Donc, les médias font partie des acteurs d'influence, mais aussi les conseillers politiques, les acteurs gouvernementaux, organisations fédératrices, groupes de citoyens. Alors, on va produire des contenus qui vont être réutilisés par ces acteurs-là pour influencer les décideurs. Et enfin, par l'intermédiaire des médias, on va influencer l'opinion publique pour qu'elle soit favorable à un investissement en petite enfance pour favoriser le développement des plus jeunes enfants. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est notre théorie de changement ou modèle logique, là, selon l'expression que vous connaissez davantage. En gros, c'est que ça explique notre mode de fonctionnement. Alors, on dit que l'observatoire veille et éveille. Alors, l'observatoire veille sur les tout-petits en captant les enjeux qui concernent le développement des tout-petits, en repérant et en rassemblant les données et les connaissances, en analysant et en interprétant ces données-là, et enfin en les vulgarisant et en les adaptant pour différents publics. Donc, pour produire, entre autres, notre tableau de bord, qui est un tableau qui nous permet de suivre près de 180 et quelques indicateurs du bien-être et du développement des tout-petits, mais aussi des rapports, des brochures, des outils de sensibilisation. Alors, en plus de cette veille, l'Observatoire va éveiller les citoyens, les décideurs et les acteurs d'influence aux enjeux, mais aussi aux solutions collectives en petite enfance. Donc, on aura des actions de sensibilisation et d'information, des actions de mobilisation des acteurs où on va favoriser le dialogue axé sur les solutions. On va également travailler à renforcer les capacités de plaidoyer et l'utilisation des connaissances par les acteurs d'influence. On fera des actions d'influence de l'opinion publique et enfin, on partagera notre expertise et nos apprentissages dans la collectivité. Alors, en gros, c'est ce qu'on fait. Et pourquoi on fait tout ça? En gros, c'est pour susciter une meilleure connaissance des enjeux qui touchent les tout-petits et des solutions collectives qui est possible de mettre en place, pour favoriser aussi une utilisation accrue des connaissances par les acteurs d'influence, les décideurs et les médias, pour susciter des prises de parole multipliées fondées sur les connaissances en petite enfance dans l'espace public et au sein des organisations. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on parle davantage de petite enfance et qu'on considère davantage les tout-petits quand vient le temps de prendre des décisions qui pourraient avoir une influence sur eux. Et on souhaite également susciter des attitudes plus favorables et un appui pour l'implantation de solutions collectives en petite enfance de la part des citoyens, mais aussi des décideurs, évidemment. Et tout ça, on espère que ça contribue à une prise de décision éclairée en matière de petite enfance et à donner à chaque enfant les chances de développer leur plein potentiel. Alors, vous avez à l'écran nos principales publications. Je vous invite à visiter le site Internet de l'Observatoire des tout-petits pour en savoir davantage, mais sachez qu'à chaque année, à l'occasion de la Grande Semaine des tout-petits, qui est près de la date du 20 novembre, l'Observatoire publie des rapports annuels sur l'état de bien-être, le développement des tout-petits québécois. Alors, on a un rapport qui s'intitule « Comment se portent les tout-petits au Québec » et un autre rapport qui s'intitule « Dans quels environnements grandissent les tout-petits au Québec ». Et on a produit depuis les débuts de l'Observatoire différents rapports thématiques là, que vous voyez à l'écran qui abordent des thématiques plus particulières qu'on jugeait prioritaires d'adresser dans l'espace public. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Vos réponses, Madame Hiron, Madame Dagenet, ont montré que ce soit en France ou au Québec, on a une préoccupation croissante pour la santé du jeune enfant et que quel que soit le pays, il y a une démarche qui s'est engagée. Si je reviens côté français, Madame Hiron, qu'est-ce qui a changé en France depuis la création du programme national 1000 premiers jours? Alors, qu'est-ce qui a changé en effet? On est parti, je pense que là, c'est intéressant de voir aussi par rapport à la mise en perspective du Québec. C'est vrai que le rapport des 1000 premiers jours a fait date un peu
comme le Québec fout ses enfants, qui était d'ailleurs un modèle, un peu au moment où le rapport était en train d'élaborer. Le rapport québécois avait été communiqué au membre de la commission. En tout cas, ce qui a changé après cette remise du rapport, c'est que les 1000 premiers jours se sont invités aussi dans une, je dirais pas dans le débat public, c'est peut-être un peu trop, c'est un peu abusif, mais disons que le sujet a été mis en dessus de la pile, et d'ailleurs c'est à ce moment-là que le congé paternité a été allongé, hein, cette réforme qui a été menée en 2020, et le congé paternité ayant été mis en place en 2002 avec donc un doublement l'annonce d'un doublement en 2020 de ce congé paternité. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'on a eu une visibilité plus grande, non seulement sur la petite enfance, mais aussi sur cette approche 1000 premiers jours, cette approche sur la santé globale de l'enfant et les enjeux qu'il y a autour de cette période clé dans la continuité du 4e mois de grossesse au à peu près 3 ans de l'enfant. Donc, une visibilité pour agir, une feuille de route à travers différents axes, comme vous le voyez. Non seulement l'idée de renforcer le parcours des 1000 premiers jours avec une construction autour de 3 moments clés. Ça, c'était le premier axe qui a été rendu plus visible. Décliner le parcours 1000 premiers jours pour les situations de fragilité, et avec l'idée de mieux accompagner les parents en détresse psychique, par exemple, ou les parents ou les enfants en situation de handicap. Et donc identifier les différents types de services qu'il était nécessaire de renforcer. Ce qui a aussi changé, c'est l'approche de l'information à disposition des parents et des professionnels, avec l'idée vraiment de mettre à disposition des ressources fiables et accessibles pour les parents et l'entourage. C'est en ce sens que non seulement une campagne de santé publique a été menée en 2021 et 2022 sur les 1000 premiers jours, mais aussi un site qui, je pense, avait été présenté aussi et qui est piloté par Santé publique France, une application, de la documentation envoyée à chaque déclaration de grossesse, notamment par les CAF, pour les parents qui attendent leur premier enfant, un ensemble de dispositifs donc, qui visent à mieux communiquer auprès des parents. Comme je l'ai dit aussi, ce qui a changé, c'était de mettre en évidence l'importance du temps que peuvent consacrer les parents à leur enfant, y compris en lien avec leur vie professionnelle, et donc l'idée d'avoir rallongé le congé paternité. Et enfin, toutes les actions autour de l'importance d'améliorer la qualité de l'accueil du jeune enfant, l'adoption d'une charte d'accueil du jeune enfant qui rentrait dans le corpus réglementaire. Voilà en gros ce qui a pu changer. Je dirais pour plus globalement, au-delà de cette feuille de route, l'idée, ça a été de se dire qu'on avait un objectif partagé entre les différents acteurs, donc de la petite enfance et de la santé, un objectif partagé, et là je vais réénoncer parce que c'est important aussi à chaque fois de se le redire, c'est-à-dire favoriser les conditions d'un environnement propice pour un développement à la fois physique, psychique, social et affectif. Donc vous voyez toute la transversalité que ça nécessite autour de l'entourage, les personnes qui sont autour de l'enfant, les parents, mais plus globalement aussi tout le village qui entoure l'enfant, la société, et l'idée aussi de lutter contre les inégalités de destin dès le plus jeune âge. Voilà en fait ce que ça a pu changer avec cette approche populationnelle, cette approche transversale, l'idée aussi d'avoir un accompagnement qui soit personnalisé. Et puis, bien sûr, ce qui a pu changer aussi, c'est au niveau du territoire, parce que c'est une préoccupation qui a été forte au moment du lancement de la feuille de route, c'est de se dire de favoriser les dynamiques partenariales, de créer des dynamiques territoriales, de développer la connaissance mutuelle des professionnels des 1000 premiers jours pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a pu voir dans les premiers projets qui ont pu être financés et qui ensuite ont été prolongés en 2022. Merci pour toutes ces précisions. Le travail entre tous les acteurs qui interviennent auprès de l'enfant apparaît comme une clé de réussite indispensable. Et ça, je crois qu'on en est tous conscients, quel que soit notre positionnement professionnel ou personnel d'ailleurs. Et du côté du Québec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez pu constater lors de vos plus récents portraits sur les politiques publiques favorables au développement des tout-petits?
Alors, bien oui, vous l'avez bien nommé. Donc, c'est une première au Québec. On a publié le premier portrait sur les politiques publiques favorables au développement des tout-petits et à leur famille. Donc, ça s'intitule « Que faisons-nous au Québec pour nos tout-petits et leurs familles ?» et ça constitue une recension des principales politiques publiques municipales, provinciales et fédérales qui peuvent améliorer les conditions de vie et le développement des tout-petits. Et ça a été réalisé avec la collaboration de 60 experts, des chercheurs, des intervenants terrain. Alors vraiment, c'est un travail colossal qui a été réalisé pour la toute première fois. Donc, ce qu'on a considéré comme des politiques publiques dans le cadre de ce travail, bien d'abord, il y a les lois ou règlements. Donc, par exemple, le règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance, les mesures fiscales comme l'allocation canadienne pour enfants, les programmes de services comme le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, les régimes publics d'assurance collective comme le régime québécois d'assurance parentale et un programme d'aide financière comme le supplément pour enfants handicapés. Donc, ça vous donne un peu une idée du type de politique qu'on a considéré. Et vous avez ici la table des matières du rapport. Donc, il y a 14 chapitres qui abordent chacun 14 thématiques qui ont été choisies par un comité conseil formé d'experts du secteur de la petite enfance. Et comme vous voyez, le rapport couvre très large. Donc, on parle de l'accès aux services périnataux, de l'accès à un suivi médical, mais aussi de l'insécurité alimentaire, de l'accès à un logement abordable. On parle également du rôle des municipalités dans la vie des tout-petits. Et on est très content d'avoir un chapitre sur les tout-petits des premiers peuples au Québec qui a été réalisé en collaboration avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations et du Labrador. Alors, pour chacun des thèmes, dans chacun des chapitres, bien, on répond aux questions suivantes. Quel est l'état de la situation au Québec? Quel est le lien entre le thème abordé et le développement des tout-petits? Quelles sont les principales politiques publiques en place au Québec sur le sujet? À quel point ces politiques publiques-là sont-elles efficaces et comment on pourrait faire mieux? Alors, je vous invite évidemment à consulter ce rapport-là si vous avez davantage d'intérêt. Et maintenant, je vais vous résumer un peu ce qui ressort de ces travaux-là. Donc, d'abord, on a pu observer qu'il existait 3 grands types de politiques publiques. D'abord, des politiques qui visent directement le bien-être et le développement des tout-petits, comme par exemple les politiques qui touchent les soins de santé, les services de garde éducatifs à l'enfance ou les services périnataux. On retrouve également des politiques qui soutiennent les parents, donc par exemple des mesures de conciliation famille-travail, les services offerts par les maisons de la famille ou encore les services en santé mentale offerts aux parents. Et enfin, on retrouve des politiques qui améliorent les conditions de vie des tout-petits et de leurs familles, comme les mesures d'accès à un logement abordable et de qualité, les politiques municipales qui favorisent entre autres l'accès à des quartiers et espaces sécuritaires et propices aux jeux, ou encore le soutien aux familles vulnérables, pour ne nommer que quelques exemples. Donc, ce que nous dit le rapport également, c'est que les politiques publiques prises individuellement ne peuvent pas suffire. Donc, c'est vraiment la somme des politiques cohérentes entre elles et actualisées dans une vision intégrée qui tient compte du continuum de développement de l'enfant qui est le plus susceptible d'assurer l'égalité des chances. Donc, il y a un exemple ici que j'aimerais vous présenter pour illustrer ce propos. Donc, si on prend l'exemple de l'activité physique chez les tout-petits, bien, le fait d'avoir l'opportunité de faire de l'activité physique au quotidien dans les services éducatifs à la petite enfance, d'avoir aussi des politiques de transport actif qui favorisent la pratique d'activité physique, donc par exemple des pistes cyclables, d'avoir accès à des soins de santé pour intervenir en cas de handicap ou de troubles du développement, le fait d'avoir des mesures de soutien aux parents pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie et d'avoir des quartiers propices à l'activité physique, donc des parcs, des lieux sécuritaires et propices aux jeux, c'est le cumul de tout ça qui fait que notre enfant aura pratiqué davantage d'activité physique dans son année et sera plus actif et donc aura cette condition essentielle pour être en bonne santé. Alors, vous comprendrez bien que ce que ça met en évidence, c'est l'importance de la collaboration entre les différents paliers gouvernementaux et l'implication de différents acteurs de la société, que ce soit les acteurs municipaux, du secteur des affaires, quand on parle de conciliation famille-travail, évidemment, ou encore du secteur communautaire, de la santé, des services sociaux. Alors, évidemment, c'est un grand travail collectif
Et si on veut favoriser le développement des tout-petits, bien, différents secteurs de la société doivent s'impliquer. Ça ne peut pas être que les acteurs spécialisés en petite enfance. Enfin, un constat un peu triste de notre rapport sur les politiques publiques, c'est qu'on voit qu'il y a peu d'études qui documentent autant les impacts que les conditions de mise en œuvre des différentes politiques publiques ou mesures collectives. Donc, très peu de données là-dessus, ce qui ne nous permet pas de bien prioriser et d'ajuster le tir lorsqu'on n'a pas les résultats escomptés. Alors, c'est une recommandation qu'on fait dans le rapport, évidemment, de financer davantage d'études, autant sur les impacts que sur la mise en œuvre. Et par exemple, bien, étudier la mise en œuvre d'une politique publique, bien, c'est que ça peut permettre de nous assurer que les conditions de gestion, la formation des intervenants, le recrutement et le soutien sont optimisés et donc d'obtenir les beaux effets escomptés de ces politiques publiques-là, parce que bien souvent, ce n'est pas les politiques qui ne sont pas adéquates, c'est plutôt les conditions d'opérationnalisation qui ne sont pas optimales. Merci, Madame Daginet. De votre présentation, je retiendrai 2 mots, c'est collaboration et vision intégrée. C'est vraiment les clés d'une démarche réussie dans tout ce que vous avez présenté. Alors, vous avez soulevé la question des freins, des leviers d'action pour améliorer la situation. Je rebondirai sur ces termes pour poser la question à Madame Hiron. En France, avez-vous identifié des leviers, des freins pour intégrer les 1000 premiers jours dans les politiques publiques préexistantes en France? Je vais peut-être revenir directement à la question effectivement des leviers et des freins. Alors, dans les politiques préexistantes, moi, je reviendrai sur les leviers, c'est la connaissance, en fait. Je crois que là, la connaissance des enjeux est quand même un levier très important, c'est-à-dire que les politiques qui préexistent prennent conscience qu'elles participent à un tout plus global autour du bien-être de l'enfant et de son développement. Donc là, l'idée, c'est effectivement, en termes de levier, c'est le partage de la connaissance et des enjeux, la question du plaidoyer et de la communication autour de ces enjeux, de sortir de la petite enfance du seul secteur, on va dire, initial et identifié autour des personnes qui s'occupent des enfants, on va dire que ça de manière très triviale, mais presque à dessein, mais bien de montrer qu'il y a un enjeu sociétal, il y a un sujet autour de la transversalité, en effet, au niveau de la France, la transversalité et l'implication des différents ministères, même, on pourrait dire, le ministère de l'Environnement, des Sports, par exemple, c'est ceux-là qui viennent en premier lieu, de la culture. Nous sommes ministères sociaux, donc on a évidemment en interne les politiques de santé, évidemment de prévention, de solidarité et d'accueil du jeune enfant, du travail et donc de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Donc, vous voyez toute cette transversalité pour ce plaidoyer-là. Je dirais que les freins, et ça rejoint un peu ce qui a été dit auparavant, c'est tout le financement de la recherche, non seulement dans les connaissances fondamentales, mais aussi dans la meilleure connaissance de l'impact des dispositifs qu'on met en place. Alors, ce n'est pas forcément un sujet qui est propre à la petite enfance, parce que tous les sujets autour de la santé publique ne sont pas forcément, parce qu'en plus, on est sur de l'impact de long terme, aussi sur les 1000 premiers jours, puisqu'on montre que c'est une politique de prévention. Donc ça, et il faut que cette recherche, elle soit aussi pluridisciplinaire, à l'image de ce que représente cette période-là. Donc je dirais que c'est un frein qui n'est pas forcément évident de porter de cet enjeu-là. Et puis toute la question autour de la connaissance, c'est que non seulement donc, il faut qu'on ait plus de connaissances, mais qu'elles soient aussi accessibles. Et qu'elles soient accessibles aux différents niveaux, et à différents niveaux, que ce soit les professionnels, mais aussi tout un chacun aussi, en tant que citoyen, en tant que parent, sur ces enjeux-là. L'autre levier, c'est le passage de la connaissance à l'action en privilégiant l'évaluation et la participation. Et ça, c'est en effet un levier très important parce que pour montrer que s'ancrer dans la connaissance puis passer dans l'action, ça c'est un levier très fort qui a été démontré dans le cadre de ce passage de ce rapport de la commission des 1000 premiers jours à une feuille de route, avec bien sûr des
on va dire, des limites, des freins qui peuvent émerger, parce qu'il faut, il faut une continuité très forte d'un point de vue politique, de portage aussi, puisque ce sont différentes politiques publiques qui sont portées. Et ça peut correspondre à différents périmètres, non seulement politiques, mais aussi il faut une continuité dans la mandature et dans les priorités qui sont mises en avant. Et puis, les freins peuvent être aussi un pilotage, ce que je disais, intersectoriel, avec chacun qui peut à un moment donné être sur d'autres priorités. C'est à la fois tous les leviers, mais aussi les différents freins qu'on peut identifier. Les freins, ça peut être aussi le cloisonnement, ou on va dire le décloisonnement des acteurs dans les différentes sphères. Puisque chacun pouvant là aussi être dans une approche. Alors, tantôt, ça va être la santé environnementale, tantôt, ça va être le lien affectif, etc. Et l'idée là, c'est vraiment faire en sorte qu'on ne soit pas dans des approches qui se concurrencent, mais plutôt qui se complètent. Et le dernier frein pour passer à cette question de la connaissance à l'action, c'est toutes les questions autour d'atteindre en fait les différentes populations, notamment les plus vulnérables. On voit toute la difficulté qu'on a finalement à aller vers ces populations-là, qui ne sont pas forcément les plus sensibilisées et sur lesquelles nos dispositifs font déjà beaucoup pour aller vers ces populations, mais comment vraiment passer à un autre cap, en fait, pour les identifier à la fois sur des problématiques et des territoires plus spécifiques. Évidemment, on a en tête, par exemple, certains, en France, des quartiers politiques de la ville, par exemple, ou des quartiers qui sont plus particulièrement touchés par la précarité et la pauvreté, ou par exemple les territoires d'outre-mer. Et le levier également que je voulais mettre en évidence, c'était l'idée de savoir s'adapter et s'appuyer sur une pluralité d'acteurs. Ça, je pense que dans le cadre des 1000 premiers jours, on a vu dans quelle mesure cette approche des 1000 premiers jours pouvait faire sens pour les professionnels, comment qu'ils soient dans le quotidien des parents, qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent des recherches fondamentales ou appliquées. Donc, vraiment s'appuyer sur ces professionnels, s'appuyer aussi sur tout le monde associatif ou communautaire, comme on dirait plutôt dans les pays anglo-saxons, puisque ce sont eux qui sont non seulement au plus près des parents, mais qui peuvent faire aussi le lien entre les différents dispositifs. Et puis s'appuyer aussi sur les territoires, les collectivités qui peuvent avoir aussi une approche très intégrée justement de l'entourage, de l'environnement dans lequel se situe l'enfant. Je voulais juste terminer sur, justement à titre d'illustration, nous, la manière dont, dans le cadre de ces 1000 premiers jours, on a réussi à soutenir certaines dynamiques territoriales avec en effet un levier très important sur l'idée d'incarner en fait les 1000 premiers jours dans de nombreux territoires avec la mise en place de gouvernance pérenne entre les différents acteurs sur le territoire, que ce soit les acteurs de la santé, de la petite enfance, avec des instances de pilotage, de réflexion sur quelle pourrait être la stratégie au niveau des territoires. Des supports de mise en cohérence avec d'autres politiques régionales, que ce soit des politiques en termes de lutte contre la pauvreté, de la nutrition, de la santé environnementale, la protection de l'enfance, et puis la valorisation d'investissement de certains acteurs sur le concept ou l'approche des 1000 premiers jours. Donc, cette incarnation qui a pu être un levier très important. Mais aussi des limites, puisqu'on voit que parfois, dans certaines régions, ce décloisonnement reste fragile. Parfois le cadre annuel peut freiner en fait l'émergence de certains projets parce que des fois parfois comme on était sur une approche annuelle alors que là maintenant on se projette sur une approche pluriannuelle, les acteurs ont pu avoir moins de visibilité sur l'investissement structurel et pluriannuel sur les 1000 premiers jours. Et puis, les limites, c'est aussi l'articulation au niveau des territoires. Je l'ai dit, il y a eu quand même des supports quand même de mise en cohérence avec d'autres politiques, mais parfois, dans certains territoires, une articulation qui a pu être plus difficile dans la mise en place de différentes stratégies, lutte contre la pauvreté, ça je l'ai dit aussi, mais différents autres investissements qui ont pu parfois, alors que ça n'était pas forcément, être présentés comme des dispositifs concurrentiels ou pas forcément cohérents.
Merci pour toutes ces précisions et puis pour cette analyse qui se veut objective. Frein, levier, quel que soit le programme lancé, quelle que soit la politique publique, ils seront présents. Et je pense que les connaître, c'est une grande force pour s'appuyer dessus et pour aller plus loin. Et dans le cadre de ce programme des 1000 premiers jours, si j'ai bien entendu vos propos, je dirais que la difficulté majeure est liée à la position des 1000 premiers jours dans différentes politiques publiques. Le manque de transversalité, peut-être, peut freiner l'action que tous les acteurs de terrain ont envie d'engager. Je me tourne vers Madame Dagenet. Avez-vous observé ce genre de difficultés côté Québec? Quels impacts avez-vous observé lors du lancement de l'Observatoire? Quels sont les impacts des politiques publiques sur le développement des tout-petits au Québec? Bien, comme je vous le disais, l'Observatoire des tout-petits a été lancé au printemps 2016, donc on va bientôt entamer la 8e année. Et je vous rappelle, dans le fond, je vous ai remis ici sur la diapositive là, un peu les grands résultats ou les impacts visés de ce projet-là. Alors, ce que je peux vous dire, parce que c'est toujours difficile d'isoler complètement les impacts que peut avoir l'Observatoire des tout-petits, parce qu'évidemment, le fait qu'on collabore et qu'on mobilise toutes sortes de partenaires autour des enjeux qui touchent la petite enfance, bien, ce qu'on observe comme changement sociétal, c'est le résultat de cette mobilisation. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis le jour 1, on monitore un peu la place que prend la petite enfance, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans les minutes de l'Assemblée nationale, dans les budgets et leurs annexes. On mesure également, lorsqu'on est en période d'élection, la place de la petite enfance dans les plateformes des partis politiques. Donc, on essaie vraiment de documenter, mais on sait bien que ce qu'on est en train de documenter, ce n'est pas simplement l'impact des actions de l'Observatoire des tout-petits, mais bien l'impact de tous les acteurs qui ont travaillé sur la question, et on en est un d'entre eux. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, quand on a démarré l'Observatoire des tout-petits, on n'entendait à peu près pas parler de petite enfance dans les médias, sauf lorsqu'il était question de revendications pour les éducatrices, éducateurs dans les services éducatifs à la petite enfance sur leurs conditions de travail, par exemple. Donc, c'était un sujet qui était très peu abordé. Et lorsqu'on posait la question aux citoyens, est-ce qu'on a une responsabilité collective envers les tout-petits? Bien, les gens n'étaient pas trop convaincus. Dans la tête des gens, c'était plutôt à partir du moment où les enfants entrent à l'école, oui, l'État a un rôle à jouer, mais avant ça, c'est la responsabilité des parents. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis les débuts de l'Observatoire. On voit qu'il y a une plus grande sensibilisation des citoyens, des acteurs d'influence au levier collectif pour favoriser le développement des jeunes enfants. On reconnaît qu'on peut agir comme société maintenant et que ce n'est pas uniquement la responsabilité des parents. Je dirais qu'on voit également, on monitore l'utilisation de nos rapports, de nos données, et on est capable de dire qu'ils sont abondamment utilisés et cités, que ce soit par les médias, par des acteurs d'influence dans le cadre d'actions de revendication ou de recommandations. Et les décideurs également les utilisent. D'ailleurs, on est de plus en plus invité à des consultations publiques pour pouvoir apporter les connaissances qui sont documentées par l'Observatoire des tout-petits. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a une plus grande place accordée aux enjeux, mais aussi aux mesures collectives en petite enfance dans les médias. Et là encore, c'est le fruit du travail de plusieurs partenaires parce qu'il y a eu une mobilisation qui s'est créée autour de la petite enfance au cours des dernières années. Mais pour vous donner une idée de la contribution de l'Observatoire, bien, au cours des 2 dernières années, les actions de l'Observatoire ont suscité 919 reportages sur les enjeux, les mesures collectives en petite enfance dans les médias québécois. Donc, c'est 919 reportages qui n'auraient pas été faits si l'Observatoire n'existait pas. Et enfin, l'opinion publique, ce qu'on a observé depuis les débuts, c'est qu'elle devenait de plus en plus favorable en l'investissement en petite enfance parce que les gens
avaient une compréhension de plus en plus grande du fait qu'on peut agir collectivement, que ce n'est pas seulement l'influence des parents qui est importante, mais on a vu qu'il y a eu un recul au niveau de l'opinion publique en termes de priorisation de la petite enfance dans la foulée de la pandémie. Évidemment, on a parlé de beaucoup d'autres enjeux à ce moment-là. Il y a été beaucoup question aussi des clientèles plus âgées, des aînés. Donc, je pense que tout ça a pu jouer en faveur d'un petit recul en termes de priorisation de la petite enfance au sein de la population québécoise. Alors, si on revient maintenant à l'impact des politiques publiques au Québec, bien, je vais vous donner 2 exemples de gains importants qui sont documentés dans notre rapport sur les politiques publiques. D'abord, l'exemple du régime québécois d'assurance parentale. Donc, ce régime québécois d'assurance parentale est arrivé chez nous en 2006. Donc, on voit ici qu'en 2005, il y a seulement 27,8 % des papas qui prenaient congé lors de la naissance de leur enfant. Et en 2006, avec l'arrivée du régime québécois d'assurance parentale avec des semaines qui sont réservées exclusivement à l'usage des papas, bien, on voit que c'est monté à 56,1 %. Et en 2019, ça en est à 72 %. Donc, on voit que ça a été en croissance depuis. Donc, de plus en plus au Québec, on voit qu'il y a une reconnaissance grandissante de l'importance de l'engagement des pères et des sondages menés par certains de nos partenaires ont démontré que les pères veulent s'engager auprès de leurs enfants et qu'ils souhaiteraient être davantage soutenus à cet effet-là. Donc, un autre exemple qui est très parlant en termes d'impact de politique publique, c'est le déploiement de notre réseau de services de garde éducatif à l'enfance. Donc, au milieu des années 90, seulement 20 % des enfants de 4 ans avaient accès à une place subventionnée dans un service éducatif à l'enfance. En 2019, avec le déploiement de notre réseau, c'était le cas pour 60,5 % des enfants. Et évidemment, bien, ça, c'est un bel exemple pour nous montrer qu'une politique publique, ça peut avoir plusieurs types de répercussions. Donc, évidemment, on sait que la fréquentation de ce type de service éducatif à l'enfance peut réduire les inégalités entre les enfants de milieux défavorisés et ceux de milieux plus favorisés. Mais on voit aussi que ça a eu des répercussions sur le taux d'activité professionnelle des mères. Donc, on voit ici, là, en 98, 68,4 % des mamans au Québec étaient sur le marché du travail. C'est monté à 75,8 % en 2008 et c'était à 80,6 % en 2018. Donc, on voit qu'il y a eu des répercussions là-dessus. Et parallèlement, bien évidemment, quand les 2 parents travaillent au sein d'un ménage, ça veut dire plus de revenus. Et donc, on voit ici la proportion d'enfants âgés de 0,5 ans qui vivent dans une famille à faible revenu de 2004 à 2017. Alors, dans la foulée du déploiement du réseau de services éducatifs à la petite enfance, bien, le taux de tout-petits qui vivent dans des familles à faible revenu a diminué significativement. Donc, vous voyez, en 2004, là, on était à 20,9 %, alors qu'en 2017, on était à 13,1 %. Alors, on voit qu'une même politique publique peut avoir un effet ricochet, donc avoir une pierre, plusieurs coups, comme on dit. Donc, ce qu'on observe, par contre, évidemment, c'est qu'il y a des inégalités qui persistent au Québec. Donc, il y a des tout-petits qui sont doublement vulnérables et ces tout-petits-là méritent toute notre attention. Donc, les tout-petits en situation de pauvreté, les tout-petits des familles immigrantes, les tout-petits autochtones et les tout-petits ayant des besoins de soutien particuliers, bien, sont à la fois les plus touchés par les inégalités sociales, mais aussi les plus exposés au plus grand nombre de barrières d'accès aux services. Alors, c'est vraiment une double vulnérabilité qui touche ces enfants-là et c'est un message qu'on a beaucoup répété là, dans nos communications au cours des dernières années. Et enfin, bien évidemment, hein, une société, ça évolue et ça amène de nouveaux enjeux qu'il nous faut surveiller, qu'il nous faut davantage documenter. Donc, c'est le cas, par exemple, des inégalités en matière d'accès à Internet, l'accès au transport collectif dans les milieux urbains et ruraux est aussi un enjeu qui mérite notre attention au Québec, l'intégration des populations immigrantes et les changements climatiques. Donc, on se rend compte que ce sont les mêmes familles plus vulnérables, qui sont aussi exposés à un plus grand risque environnemental. Donc, évidemment, ça va être important de documenter ces enjeux-là et de bien les suivre au cours des prochaines années pour pouvoir se donner les moyens d'agir.
Alors voilà, ça complète un peu les grands changements qui se sont produits au Québec au cours des dernières années. Merci pour ces éclairages, pour ce constat. Je pense qu'au terme de ce webinaire, on est tous d'accord pour dire que les politiques publiques ont un rôle à jouer. Elles soutiennent la santé des tout-petits dans tout ce qui existe déjà, voire avec des actions nouvelles. Et ce que vous nous avez présenté, Madame Dagenet, Madame Hiron, vont dans ce sens-là. Je serais tentée maintenant de laisser la parole au public qui nous a suivis pendant ce webinaire et je me tourne vers Valérie qui suivait le chat, la discussion. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être transmises à nos intervenantes? Oui, merci Marie-Pierre. Alors, beaucoup de questions et peu de temps qui nous reste. Donc, malheureusement, je crains qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on y répondra de façon différée sur notre page Internet du webinaire. Je dirais qu'il y a des questions qui se rejoignent par rapport aux maisons des 1000 premiers jours pour Madame Hiron. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place actuellement et qui sont inspirantes dans le cadre et de détailler un petit peu cette recommandation du rapport qui était les maisons des 1000 jours. Oui, alors, vous m'entendez? Oui, alors, tout à fait. Effectivement, la maison des 1000 premiers jours était une recommandation du rapport des 1000 premiers jours. En tant que telle, elle n'avait pas forcément été identifiée dans le cadre de la première feuille de route, puisqu'en fait, il avait été laissé à libre appréciation des acteurs de se saisir de cette recommandation qui aussi devait trouver toute sa place dans les territoires et dans l'offre déjà disponible pour les parents. Alors, un certain nombre de maisons ont émergé, en fait, avec différents porteurs, différents types de services, avec toujours l'idée d'avoir non seulement une transversalité dans le type de service proposé aux parents, dans l'idée aussi d'aller vers les parents et d'assurer une présence au plus près d'eux. Là, du coup, dans certains quartiers, en effet, politiques de la ville, on a pu voir émerger certaines maisons des 1000 premiers jours. Je pense notamment à l'initiative du conseil départemental, par exemple, de Seine-Saint-Denis, qui devrait développer des cabanes des 1000 premiers jours. C'est une forme de maison des 1000 premiers jours, par exemple, en pied d'immeuble. On a aussi d'autres collectivités locales qui ont commencé à faire un diagnostic d'abord pour savoir quel type d'offre était déjà à disposition des parents et quelle pouvait être la plus-value de ces maisons des 1000 premiers jours avant de les mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase en fait de recensement des différents modèles des 1000 premiers jours et après une phase on va dire, de foisonnement de ces initiatives, certains acteurs, et ils sont très divers dans le fait de porter ces maisons, nous demandent, en lien avec les agences régionales de santé et les DRETS et les commissaires lutte contre la pauvreté, d'avoir une visibilité plus grande sur le cahier des charges de ces maisons des 1000 premiers jours, mais je pense qu'en fait, le sujet est encore devant nous. Merci. Je crois que l'importance des 1000 premiers jours de la vie est maintenant passée dans les esprits, que ce soit chez les professionnels, chez les politiques. Peut-être encore une étape à franchir en direction des citoyens, des futurs parents, des jeunes parents, voire des grands-parents qui ont très souvent un rôle à jouer auprès des tout-petits. Et je pense que ça peut être un des challenges pour les années à venir, de créer une culture commune dans toute cette population. Les actions sont là, elles se mettent en place et il faut les partager. Il faut que chacun d'entre nous s'approprie ces actions et les mette en place dans les gestes du quotidien, de la vie quotidienne. Valérie, a-t-on le temps pour une autre question ? On a déjà dépassé le temps du webinaire. Peut-être en deux mots, l'une de nos participantes souhaitait qu'on fasse le lien avec les déterminants environnementaux, alors qu'on a évoqué déjà lors du précédent webinaire, mais dans le lien avec les politiques publiques.
Y a-t-il un lien, par exemple, avec le plan national santé-environnement 4? Alors, nous, dans le cadre, effectivement, au niveau national, on a veillé, en effet, à ce que les différents plans, et notamment en termes de santé environnementale, puissent s'articuler avec toute la démarche autour des 1000 premiers jours, dans les différentes appels à projets, d'ailleurs, qui ont été financés dans ce cadre-là. Il y a pu y avoir, en effet, le lien qui a été fait entre les initiatives de porteurs de projets en termes de santé environnementale et les plans régionaux de santé environnementale. Donc oui, le lien est totalement fait. En fait, il est fait de manière générale sur l'ensemble de l'environnement, c'est ce que je disais, l'environnement physique et chimique de l'enfant, sur la question aussi de l'alimentation, sur la question aussi, on l'a vu, on n'a pas évoqué cette question-là aussi, la question de l'usage des écrans, enfin tout l'environnement en fait qui contribue au développement de l'enfant, avec des plans nationaux qui s'adressent à toute la population et en fait une transversalité qui se fait encore plus précisément sur toutes ces thématiques au niveau des 1000 premiers jours à l'échelle nationale et territoriale. D'accord. Une dernière question pour Madame Dagenet, peut-être, Valérie? Est-ce que Madame Dagenet, vous pourriez partager une grande réussite qui pourrait inspirer les acteurs de terrain? On a notamment des participants d'Afrique qui posent cette question. Ben, c'est certain qu'au Québec, je dirais que les exemples que j'ai présentés tout à l'heure sont parmi les plus grandes réussites. Le déploiement de notre réseau de services éducatifs à la petite enfance, en plus des bénéfices pour les enfants, a vraiment amélioré les conditions de vie des familles. Donc, c'est certain par contre que ça soulève des enjeux de conciliation famille-travail. Donc, il faut aussi agir sur ce plan-là. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est difficile de nommer une action isolément parce que c'est vraiment la somme des actions qui fait la différence. Donc, d'avoir toujours en tête de penser, est-ce que les parents vont bien? Est-ce que les parents sont soutenus? Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour leur donner les meilleures conditions pour jouer le mieux possible leur rôle de parent auprès de leur enfant? Puis, évidemment, est-ce que, de façon générale, la famille vit dans de bonnes conditions? C'est effectivement quelque chose qu'on a peut-être moins tendance auquel on a moins tendance à penser de prime abord. On va penser plus aux services directement offerts à l'enfant, mais il faut se rappeler que les tout-petits ne sont pas autonomes. Ils ont besoin de personnes pour prendre soin d'eux et ils sont comme des éponges très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, il faut aussi agir sur les conditions de vie et agir pour soutenir les parents et leur donner les meilleures conditions possibles. Et voilà. Donc, puis peut-être, tout à l'heure, on parlait de la place ou de la grande reconnaissance là, du 1000 jours. Je ne sais pas ce qu'il y en est en France, mais au Québec, je peux vous dire que les gens ont vraiment compris le fait que tout se joue avant 5 ans, mais la période périnatale, ce n'est pas encore gagné. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour expliquer que ça débute dès la période de la grossesse. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment là, dans des sondages parce qu'on travaillait sur le dossier de l'accès aux soins de santé pour les tout-petits migrants et la population était complètement outrée que des jeunes enfants n'aient pas accès aux soins de santé, mais acceptait beaucoup plus facilement que les femmes enceintes n'aient pas accès aux soins. Alors, on voit qu'il y a encore là, du travail de sensibilisation à faire sur cette question-là. Encore un travail de communication et je dirais de donner envie à tous les acteurs du terrain, aux parents en priorité, de s'engager pour tout mettre en œuvre pour favoriser un environnement sain pour les enfants au cours des 1000 premiers jours. Il est malheureusement l'heure de conclure. Nous espérons tous que ce webinaire a permis aux différents participants de découvrir des actions, des engagements autour des 1000 premiers jours, autour d'actions mises en place aussi bien en France qu'au Québec. Travailler sur un environnement sain pour les générations futures est quelque chose qui nous interpelle tous. Et nous devons œuvrer de façon collective pour y arriver.
Alors, vous retrouverez ce webinaire en rediffusion sur le site de la chaire UNESCO. Et pour répondre à des questions qui sont apparues dans le fil de discussion, vous retrouverez également les 3 premiers webinaires consacrés aux 1000 premiers jours. Un qui présentait le concept, un deuxième sur le volet affectif et les besoins fondamentaux de l'enfant, un troisième sur l'environnement plutôt physique, les perturbateurs endocriniens du jeune enfant et de la femme enceinte également. On a voulu terminer cette série avec ce volet sur les politiques publiques pour bien montrer l'importance que nous avons tous pour garantir le meilleur environnement possible au cours des 1000 premiers jours de la vie de chaque individu. Merci à tous pour votre participation et surtout un grand merci à nos intervenantes, Madame Dagenet, Madame Hiron, pour avoir partagé avec nous vos connaissances, vos expériences, pour vous nous avoir montré que selon les pays, la préoccupation reste la même et que même avec quelques années de décalage, l'engagement est là. Merci à Valérie Ivasenko et à François Janier et à Didier Jourdan, bien sûr, et à toute l'équipe de la chaire UNESCO Éducation et Santé pour avoir apporté l'aide nécessaire à ce webinaire, pour avoir permis cette réflexion collective sur les 1000 premiers jours. Et encore un grand merci à tous pour votre participation active, pour vos questions et à très bientôt pour d'autres webinaires de la chaire UNESCO.